bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Donc, Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, notre actualité cette semaine, Yves Perron du Bloc québécois a été réélu dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Nous vous présentions donc ses commentaires en direct la nuit de sa réélection et nous avons également fait une entrevue avec lui mercredi. Les différents candidats et candidates dans la circonscription nous ont d'ailleurs donné leurs commentaires en lien avec les élections fédérales 2021. François Legault, premier ministre du Québec, a tenu 2 conférences de presse cette semaine. D'abord, il est revenu sur les élections fédérales et ensuite, il a parlé du réseau de la santé. Le CI3S de Lanaudière, donc le Centre intégré des santé et de services sociaux de Lanaudière, a procédé au bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse en conférence de presse. Nous parlons du duo Baudry et Prudhomme qui était au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie le 23 septembre dernier avec Philippe Cyr-Pelletier qui est directeur général. Le Centre d'action bénévole Dautré propose une nouvelle activité qui se nomme S'amuser au musée. Cette activité sera présentée par Paul Baudreau qui est architecte retraité et bénévole au CABA. La ville de Lavaltrie a annoncé l'aménagement imminent d'une place publique en l'honneur de son 350e anniversaire qui aura lieu en 2022. Donc, bonne émission à vous! Puis, le premier mot que je veux dire, moi, c'est merci aux citoyennes et aux citoyens de Berthier-Masquinongé qui ont décidé sur leur bulletin de vote de cocher Yves Perron, Bloc québécois. Qui ont décidé de faire confiance aux gars qui se défoncent corps et âme plusieurs heures par jour. J'en mettrai pas trop, là. Je ne veux pas vous donner trop de détails, mais je travaille vraiment fort pour le monde. Et il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu, qui le verront dans les prochains mois. Mais c'est important de donner un service de qualité aux citoyens. Et ceux qui l'ont vu, ceux qui nous ont supportés aujourd'hui, je leur remercie. Je les remercie vraiment énormément. Bien, ma déception, c'est que le gouvernement libéral n'a pas payé, je pense, assez cher le geste irresponsable qu'ils ont posé de nous sacrer en élection pendant une pandémie. Puis ça, je le dis là, mais je l'ai dit toute la campagne, ben, j'ai pas fini de le dire. Puis moi, je suis le style de député, quand il se lève à la Chambre des communes, vous ne m'entendrez pas dire des phrases creuses pour dire que je vais travailler fort pour la classe moyenne. Ça n'existe pas, ça, dans mon livre. Moi, quand je me lève, je parle pour le vrai monde. Puis quand je me lève après avoir entendu des discours de d'autres députés qui parlent de façon électoraliste pendant la Chambre des communes, alors qu'on n'est pas en élection, je vais continuer de les ramener à l'ordre et de leur dire « Hey, on parle d'un projet de loi, on peut-tu parler de notre vrai monde? » Et c'est ça que je m'engage encore à faire. Puis je vous dis que si jamais on gagne ça, c'est une fichue belle victoire. Parce que c'est après un mandat de 20 mois, en pleine COVID, qui nous a empêchés d'être aussi présents qu'on l'aurait voulu, mais qui en même temps, de façon ironique, nous a obligés d'être encore plus présents qu'on l'aurait voulu. C'est pas directement proportionnel, hein, le travail qu'on fait puis le résultat du vote. Surtout quand on a peut-être une couverture médiatique à 2 vitesses, sans aucune amertume. Mais n'importe qui de relativement équilibré va regarder la couverture médiatique des dernières semaines, puis il va se rendre compte qu'il y avait un grand déséquilibre. Puis j'ai aucune amertume par rapport à ça, j'ai aucun contrôle par rapport à ça. Mais c'est une belle victoire en maudit si on gagne ça là. Encore une fois. Une très grande victoire. On a eu une belle soirée, malgré tout, en dents de scie, je vous dirais, beaucoup d'émotions. Tantôt, j'ai tenu à saluer les électeurs qui m'avaient fait confiance, mais aussi tous les autres électeurs qui ont exprimé leur volonté démocratique et leur choix. Et j'ai salué aussi mes adversaires, parce que ce sont des adversaires et non pas des ennemis. Et qu'on a eu une belle campagne constructive. J'ai salué le courage, entre autres, de Mme Brossou aussi, de revenir dans une deuxième campagne, dans une troisième, mais après une défaite, il y a comme un degré qui est différent. De revenir en politique après avoir vécu une défaite, ça prend un certain courage, et ça, je le salue. Je salue aussi Laurence et Léo, qui ont été très agréables à côtoyer. Je saluerai bien les autres, mais je n'ai pas eu le plaisir de les rencontrer. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie d'Yves Perron, qui est réélu dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. On est très contents.
Super. Donc, satisfait de cette victoire? Très satisfait. Honnêtement, on s'attendait à peut-être une lutte moins serrée. Mais paraît-il que dans Berthier-Masquinongé, on aime se coucher tard et on aime les luttes, les luttes serrées. Alors, on s'est couché, on a été déclaré élu à 2h15 du matin. On s'est couché plus tard que prévu, mais on s'est couché heureux. Et puis, on est prêt à continuer le travail. Super. Puis justement, les petits commentaires, là, vu que ça fait une journée que ça a été annoncé officiellement que vous êtes réélu. Oui. Bien, écoutez, on a analysé les résultats un peu. C'est sûr que dans les facteurs qui ont pu jouer, on a nommé la couverture médiatique nationale qui est assez inégale dans la circonscription. Je le dis sans amertume, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais je le dis, je me donne la permission de le dire. Heureusement, il y avait d'autres facteurs qui jouaient, comme l'excellent travail du député depuis 20 mois, je l'espère. Du député et surtout de son équipe. Parce que c'est une question d'équipe. Hein? Et puis on travaille vraiment pour les gens, puis on se dévoue. Puis pendant la pandémie, on était ouvert 7 jours sur 7. Puis bon. Et on fait avancer nos dossiers. On a pris des engagements pendant la campagne de travailler sur l'érosion des berges, de continuer le travail. Continuer le travail sur le déploiement Internet, sur les tours cellulaires, la pyrotite, sur les enjeux de main-d'œuvre aussi qu'on a nommés pendant la pandémie. On a des propositions concrètes à faire très rapidement. Mais la première chose qu'on fait ces jours-ci, c'est de s'assurer que les cas de circonscription cheminent. Parce que pendant l'élection, on a eu la mauvaise surprise de constater que ça avance pas vite. Et quand on insiste, on se fait répondre qu'on est dans la période de transition et qu'on doit être assez neutre. C'est quand même surprenant parce que des gens qui ont des problèmes, ils n'arrêtent pas d'avoir des problèmes parce que nous, on s'amuse à être dans une élection qui est inutile et irresponsable en temps de pandémie. Mais bon, ça fait partie de ma petite pile de frustration. J'ai un collègue qui siège depuis assez longtemps sur la Rive-Sud, vous devez vous deviner de qui je parle, qui me dit que faire de la politique, c'est gérer ses frustrations. Une fois de temps en temps, j'ai l'impression qu'il a raison. Fait que là, on s'assure de pouvoir aider toutes les personnes qu'on peut aider, là, on dit ça en riant, mais dans le fond, c'est vraiment pas drôle. Là. Il faut vraiment qu'on se dépêche de régler ces cas-là, ça c'est la première chose. Sinon, on a eu un petit caucus rapide ce matin en ligne. On devrait avoir un autre caucus la semaine prochaine, je l'espère en personne. Et on va établir nos lignes de match, puis on va reprendre le travail là où on l'a laissé. Je profite de l'occasion pour remercier les électrices et les électeurs de Berthier-Masquinongé, tous ceux qui ont voté Bloc québécois, mais aussi tous ceux qui ont voté pour une autre formation politique, parce que vous avez exercé votre droit démocratique et que c'est grâce à vous si on peut exercer ce droit fondamental. Donc, c'est très important. Puis on est déçu un peu du taux de participation. On s'attendait à ce qu'il y ait moins de monde qui aille voter à cause de la pandémie. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Je crois que dans la circonscription, c'est en haut de la moyenne nationale. Là, c'est autour de 62 %. La moyenne nationale, c'est quelque chose comme 58 avant le décompte des votes postaux. Ça devrait augmenter un peu. On est content. On est content, globalement. Puis on vous dit merci. Puis on s'est engagé à travailler pour vous. Bien, c'est ça qu'on va faire dans les prochains mois. On l'espère dans les prochaines années. Et pourquoi pas dans les prochains 4 ans? Parce que ça devrait être ça, le mandat d'un gouvernement, qu'il soit minoritaire ou majoritaire. Le mandat, c'est parlez-vous et faites des compromis, puis faites avancer les choses. Historiquement, c'est assez intéressant. Historiquement, il y a de très grandes lois qui ont été votées en contexte minoritaire. Dans le dernier Parlement, nous, on a réussi à faire voter la loi sur la relève agricole pour les petites entreprises. Mais historiquement, les trucs comme l'assurance maladie, ça s'est fait pendant les gouvernements minoritaires. Mais des gouvernements minoritaires intelligents qui essayaient de gérer les choses selon le mandat qu'ils avaient reçu de la population. Pas des gouvernements minoritaires opportunistes qui essayaient, à la première occasion possible, d'avoir tout le contrôle. Mon message est passé. Je pense qu'il était assez clair. Effectivement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Je vais d'abord féliciter M. Perron pour sa réélection. Puis, c'est sûr que je veux quand même remercier toutes les personnes, qui ont voté, qui sont déplacées pour voter. Toutes les personnes qui ont voté pour moi, je les remercie sincèrement de tout mon cœur. Puis sinon, c'est sûr que je vous cacherai pas que je suis vraiment déçue de tous les résultats de façon globale. Et voilà. Donc, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps d'arrêt, de recul, d'observation un peu, en tout cas de post-mortem, d'analyse et tout ça. Mais j'espère que, parce que bon, ça va pas s'arrêter là, j'espère sincèrement que toutes les personnes qui sont élues vont comprendre ce que les citoyens ont voulu dire. Puis j'espère que tous ensemble, on va travailler à créer un monde plus en unité et dans le respect
du vivant, de la nature qui nous entoure et tout ça, puis qu'on ne va pas oublier que c'est quand même vraiment super important. Donc, c'est ça que j'avais envie de dire là, aujourd'hui, à chaud, entre guillemets. Mais voilà. Donc, merci pour votre travail. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont appuyé, à tous ceux qui m'ont écrit, à tous ceux qui m'ont encouragé, à tous ceux qui m'ont aidé à travailler, à tous ceux... Tous les bénévoles qui travaillent là, en arrière qu'on voit pas, mais merci infiniment à eux, là, ça me touche beaucoup. Ben, tu sais, c'est sûr que j'avais peur qu'on m'en parle pendant la campagne parce que j'aurais pas su quoi répondre vraiment parce que tu sais, oui, c'est sûr que je m'en suis fait un petit peu parler. Je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit, moi, habituellement, je vote vert, mais à cause de ça, je n'ai pas voté vert. Puis là, ben, je trouve ça toujours un peu décevant parce que je pense que quand même, on élit les personnes qui nous représentent. Donc, tu sais, je veux dire, je suis la mieux placée pour connaître mes valeurs et tout ça pour savoir ce que je représente. Je la connais pas assez du tout pour émettre un quelconque jugement. Tu sais, je pense que ça a quand même un petit peu nuit. Puis c'est sûr que clairement on n'était pas vraiment prêt à notre maximum pour démarrer une campagne. Là, je veux dire, c'est sûr que oui. Puis tu sais, c'est sûr que de façon je regarde les écologistes ici, puis je regarde en Europe, tout ça, puis je me dis toujours, mais pourquoi est-ce qu'on s'entretue presque entre nous, alors que ce pourquoi on se présente, puis que ce pourquoi on veut faire s'engager avec les Verts, c'est justement pour défendre comme un bien commun. Et donc, je me dis, mais on n'a tellement pas de place à ça. On doit tellement être ailleurs. Puis c'est ça, c'est ça mon regret un peu de pourquoi on est toujours en train de se mordre notre queue là, au lieu d'aller en avant et de dire, OK, là, peu importe, on veut protéger le vivant, c'est ça le plus important. Puis on veut diminuer la jeunesse. Je veux dire, le problème est là et je pense bien réel. Puis il n'y a rien qui a été résolu aujourd'hui, ni je pense pas que ça va être mieux demain. Donc voilà. Je souhaite bonne chance à M. Perron, puis je tiens à féliciter les autres candidats aussi. Là. Je sais qu'ils ont travaillé fort. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions aussi. Je tiens à saluer Hélène aussi. Puis tu sais, je tiens on a rigolé un petit peu en disant, on a des bonnes idées à 4 parce qu'on était 2 fois à 4 à débattre. Ben, je vais relancer le débat, je vais relancer la perche à M. Perron. Ben, ça va nous faire plaisir de continuer à lui donner des idées pour créer un monde meilleur mais en fait, le monde est déjà parfait, mais justement essayer de faire en sorte qu'il le soit. Qui continue de le rester. Et beau. Peux-tu nous parler de ton expérience de regarder un dépouillement de vote? Comment t'as trouvé ça? J'ai adoré ça. Oui. Puis jusqu'à date, je suis content parce qu'on regarde les résultats, c'est pas mal la même chose que la dernière fois, mais j'ai eu plus de votes. T'as eu plus de pourcentage, oui, hein, les gens ont voté plus pour toi. J'ai eu plus de pourcentage, fait que je suis bien content. Puis l'affaire que je suis déçu, c'est qu'on a encore un gouvernement minoritaire. Puis on a dépensé encore 600 millions pour absolument rien pour être en même place qu'on était. Okay. Ça, je trouve ça dommage. On aurait pu prendre de l'argent et investir dans d'autres choses. Okay. Mais c'est la démocratie, c'est ça que le monde a voulu. Mais moi, j'ai aimé beaucoup mon expérience. Puis c'est sûr que je ne lâcherai pas. Puis j'ai tout le temps dit, comme la dernière fois au débat, que j'étais pour travailler ensemble. J'étais un gars de terrain et d'équipe. On va travailler tout le monde ensemble pour surtout la pandémie, arrêter la pandémie. Là c'est de travailler là-dessus pour de suite. Là. Puis ensuite de ça, refaire partir l'économie pour que tout le monde soit capable de continuer à travailler puis faire partir ça comme il faut. Là. Québec. Ça va enrichir les Québécois, puisque vous le savez, ce sont les Québécois qui sont actionnaires de Hydro-Québec. Ça va nous permettre aussi d'avoir plus d'autonomie financière au Québec
Et ça va permettre aussi d'aider l'État de New York à sortir des énergies fossiles. Là, c'est quand même pas rien. Là, on parle d'une transaction qui va enlever des GES pour l'équivalent d'1 million d'autos. Donc, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour New York, puis c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre environnement. Donc, on a travaillé très fort. Jusqu'à la semaine dernière, on a eu des négociations. On a parlé beaucoup avec la gouverneure Hochul, que je remercie, avec le maire de New York. Je parlais encore la semaine dernière, Bill de Blasio. Puis je veux bien sûr remercier particulièrement 2 femmes exceptionnelles. Donc, Catherine Loubier, qui était jusqu'à récemment déléguée générale du Québec à New York, qui a beaucoup travaillé sur la transaction. Puis Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec. Écoutez, je suis tellement fier de mon choix. Là. Excellente négociatrice. Et donc, notre objectif, pour lequel certains étaient sceptiques, c'est-à-dire de faire du Québec la batterie verte du nord-est de l'Amérique, bien, ça commence à être concret. On commence à livrer la marchandise. Par contre, c'est une entente de principe. Donc, il y a encore des étapes à franchir, mais disons que la grosse étape est franchie. Donc, bravo à tout le monde. Et c'est une nouvelle extraordinaire, là, probablement la plus grosse nouvelle là, depuis que je suis premier ministre du Québec. Maintenant, les élections fédérales d'hier. Bon, d'abord, je veux féliciter tous ceux qui ont été élus, tous ceux aussi qui se sont présentés. Ça prend du courage, se présenter. Puis je veux, bien sûr, féliciter Justin Trudeau en particulier. Je lui ai parlé tantôt. C'est sûr qu'on a des différends, mais on s'est dit tous les deux qu'on était capables de travailler ensemble. Je lui ai rappelé que les normes pan-canadiennes dans les CHSLD, j'ai bien de la misère avec ça. Il n'était pas surpris, là, je l'avais déjà dit souvent. Mais pour le bien des Québécois, pour les intérêts des Québécois, on va travailler ensemble à essayer de faire avancer les dossiers. Quand on regarde le résultat d'hier, bien, essentiellement, c'est le statu quo. Il n'y a pas de changement. On se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire. Puis je pense que ce qu'il faut retenir de ces résultats, c'est que le Québec est incontournable pour un parti qui veut un gouvernement majoritaire. Les partis qui veulent un gouvernement majoritaire doivent convaincre une bonne part des Québécois. Évidemment, durant la campagne, vous m'avez entendu défendre à plusieurs reprises l'autonomie de la nation québécoise. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait et je vais continuer de le faire pour le reste de mon mandat. Donc, défendre la nation québécoise, défendre nos compétences, défendre nos valeurs, défendre notre langue, défendre notre autonomie. Je pense que c'est la responsabilité première d'un premier ministre. Maintenant, les électeurs ont tranché. L'élection est finie. Il faut maintenant se concentrer sur les priorités. J'ai bien l'intention de faire avancer le plus rapidement possible tous les dossiers avec M. Trudeau. J'ai demandé aussi à nos ministres, lorsque le nouveau gouvernement fédéral sera formé, de contacter leur homologue pour commencer rapidement à travailler ensemble. On a beaucoup de dossiers à faire avancer, mais en haut de la liste, sur le dessus de la pile, le dossier le plus important, c'est le dossier des transferts en santé. Vous le savez, c'est unanime. Les provinces demandent au gouvernement fédéral d'augmenter de 22 % des dépenses en santé à 35 % des dépenses en santé les transferts fédéraux. Et on le voit partout. J'ai eu l'occasion encore au cours des derniers jours de parler avec des premiers ministres des autres provinces. Là, partout, les systèmes de santé sont fragilisés. Ils l'étaient depuis longtemps, mais avec la pandémie, c'est encore pire. Donc, il y a vraiment une urgence d'agir et d'augmenter les transferts en santé. Il est temps, enfin, que le gouvernement fédéral fasse sa part. Ça n'a pas de bon sens
que le gouvernement fédéral, qui reçoit plus de 40 de nos impôts, finance seulement 22 des dépenses de santé dans les provinces. J'ai parlé hier avec John Horgan. Bon, avec ce qui est arrivé au Manitoba, vous savez, c'est John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui est maintenant le président du Conseil de la Fédération. On s'est entendus tous les deux pour dire notre priorité, c'est toujours de façon unanime d'augmenter les transferts en santé. Et on va demander officiellement, je l'ai fait tantôt même en parlant avec Justin Trudeau, une rencontre, là, idéalement dans les prochains mois, avant Noël, pour discuter de l'augmentation des transferts en santé. Puis je m'attends aussi à ce que tous les partis à la Chambre des communes en fassent une priorité absolue, l'augmentation des transferts en santé. C'est ça la priorité des priorités pour toutes les provinces. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est rien de moins qu'une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé. Le plus important, c'est la réorganisation du travail, mais pour se rendre jusque-là, on annonce aujourd'hui des incitatifs financiers importants pour avoir plus d'infirmières à temps plein qui vont nous permettre justement d'offrir des horaires qui sont prévisibles, qui sont raisonnables. Puis je veux aussi vous préciser que quand je dis infirmières, ça inclut les infirmières auxiliaires, ça inclut les inhalothérapeutes, puis ça inclut les perfusionnistes. Donc, le premier principe qu'on s'est donné pour donner des bonis, c'est de dire qu'il faudrait que les infirmières qui sont restées dans le réseau ne soient pas pénalisées, au contraire, qu'elles soient avantagées. Donc, c'est les personnes qui travaillent à temps plein dans le réseau, là, à qui j'annonce qu'on va leur donner un boni de 15 000 $ donc par infirmière, celles qui travaillent à temps plein. Deuxième groupe, les infirmières qui sont dans le réseau actuellement, qui acceptent de passer à temps plein, vont recevoir aussi un boni de 15 000 $. Troisième groupe, les infirmières qui ont quitté. Donc, soit qui ont quitté pour être chez elles à la retraite, soit qui ont quitté pour aller, souvent, dans le secteur privé. Donc, les infirmières qui ont quitté, qui acceptent de revenir à temps plein, vont avoir un bonus de 12 000 $. Il y a une quatrième catégorie qui est dans 5 régions. Il y a 5 régions où il y a des problèmes particuliers. Bon, l'Outaouais, bien sûr, parce qu'il y a la compétition d'Ottawa puis de l'Ontario, l'Abitibi-Témiscamingue, dont on a beaucoup parlé, la Côte-Nord, le nord du Québec, puis la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, des régions qui sont plus éloignées, où il y a encore plus de problèmes. Donc, dans ces régions-là, on va offrir un boni aux infirmières qui sont déjà à temps plein, qui sont restées de 18 000 $. Puis, les infirmières qui acceptent de revenir à temps plein dans ces 5 régions vont avoir un boni de 15 000 $. Bon. En plus de ces incitatifs financiers, Christian, avec les PDG de CIS et de SUS, va s'assurer qu'à l'avenir, les meilleurs horaires de travail vont d'abord être offerts aux infirmières du réseau public, donc avant les infirmières qui passent par les agences privées. Ensuite, on va embaucher des agents administratifs. Il y a beaucoup d'infirmières qui nous ont dit « je passe 30 % de mon temps à remplir de la paperasse ». Donc, on aimerait mieux, nous autres, qui passent ce temps-là à soigner des patients. Donc, on va embaucher des agents administratifs. Ça va libérer du temps d'infirmières. Il y a aussi des moyens qui vont être mis en place, qui vont donner plus des résultats à moyen terme. Le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, travaille sur du recrutement à l'extérieur du Québec, puis il travaille aussi sur une accélération de la formation des infirmières auxiliaires. Donc, je conclue en vous disant que toutes ces mesures vont nous permettre de réduire de façon très importante
on aimerait ça que ça soit complet, là, mais on va être réaliste dans un premier temps, de réduire de façon très importante nos 2 problèmes chroniques, c'est-à-dire réduire le temps supplémentaire obligatoire, puis réduire l'utilisation des agences de placement privées. Puis pour ça, bien, vous le voyez, on a des moyens costauds. Ça représente un coût d'environ 1 milliard de dollars pour le gouvernement du Québec. C'est beaucoup d'argent, mais on pense que la situation le justifie. Maintenant, dernière chose que je veux préciser, on a très bien compris que l'essentiel pour les infirmières, c'est pas l'argent, c'est la qualité de vie, c'est d'être capable d'arrêter d'avoir du temps supplémentaire obligatoire, d'avoir de la prévisibilité. Puis notre objectif dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure... de dire, il faut que le réseau public de la santé soit la meilleure place pour les infirmières pour travailler. Bienvenue à la conférence de presse du 18e bilan des directrices et des directeurs de la protection de la jeunesse. Les enfants, c'est notre priorité. We are 20 Youth Protection Directors in the province of Quebec. Nous veillons à l'application de la loi sur la protection de la jeunesse et de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, chacun dans notre région. Nous assumons des responsabilités en adoption québécoise et internationale et nous réalisons aussi des expertises en matière familiale pour la Cour supérieure. En collaboration avec un ensemble de personnes et d'organisations, nous intervenons tous les jours auprès des enfants et des jeunes dans le but d'assurer leur bien-être et leur protection. Cette année encore, nous avons dû relever de nombreux défis. La pandémie a mis en évidence plus que jamais que la protection des enfants, c'est l'affaire de tous. C'est agir avec bienveillance, resserrer les rangs autour d'eux, garder les yeux et le cœur ouverts, les aider, les écouter et les accompagner. C'est accepter leur diversité, qu'elle soit culturelle, sexuelle ou de genre. Et c'est favoriser l'inclusion et le respect de chaque personne. C'est faire preuve de disponibilité, de sensibilité, d'empathie, tant envers les enfants que leurs parents. C'est répondre rapidement à leurs besoins d'aide et leur offrir une diversité de services. C'est reconnaître et saluer la contribution essentielle de ceux et celles qui se dévouent au quotidien avec cœur, au bien-être et à l'avenir des enfants. Au fil des ans, les signalements ne cessent d'augmenter, ce qui signifie qu'un nombre grandissant d'enfants vivent dans des situations difficiles et une certaine détresse. These children are with us every day. They are in our families and they are around us. Cette année, en moyenne, 323 situations d'enfants nous ont été signalées chaque jour. Dans 41% de ces situations, la sécurité et le développement de l'enfant a été jugé compromis et ont nécessité un suivi de la part du DPJ. Les enfants mis en cause étaient victimes soit d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus physiques ou sexuels. Certains présentaient des troubles de comportement sérieux. Les adolescents ayant commis un délit sont aussi au cœur de nos préoccupations. L'année dernière, plusieurs jeunes ont bénéficié de nos services de réadaptation et de soutien afin de prévenir la récidive. Enfin, nous saluons la nomination de Mme Catherine Lemay au titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse. Cette nomination ouvre la porte à une collaboration qui nous permet d'entrevoir l'avenir avec optimisme. Madame Lemay, à vous le mot de la fin. Les enfants sont sans contredit la priorité des DPJ et de tous les intervenants qui œuvrent auprès d'eux au quotidien. Pour ma part, je travaille dans le secteur de la protection de la jeunesse depuis plus de 30 ans. Et à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse, mon engagement envers eux est entier. Nous devons unir nos forces et nos actions et faire en sorte que notre engagement profond se traduise en gestes concrets pour maintenir les enfants en haut de la liste de nos priorités. Les adultes qui les entourent, les enfants en ont besoin au quotidien.
que ce soit les parents, les beaux-parents, l'ensemble de la famille, les voisins, les amis, tous les professionnels qui les entourent, les dirigeants, les politiciens, ils ont besoin de chacun d'entre nous. Vous savez que cette année, l'année se terminant au 31 mars 2021, nous avons traité au niveau provincial 117 904 signalements. Vous avez entendu dans la vidéo d'entrée que ça représente 323 situations signalées par jour au Québec. Par contre, à la Naudière, nous avons traité 9 658 signalements, soit entre 26 et 27 signalements, là, un peu plus de 26 signalements par jour. Ces signalements-là, qui ont été traités durant l'année 2020-2021, on vous les a évidemment là, un peu décortiqués pour vous expliquer la tranche d'âge en fait que ça représente, combien de signalements on a retenu. Donc, sur les 9 658 signalements traités, nous en avons retenu 3 444 à la Naudière pour l'évaluation. Donc, une démarche avec un professionnel qui va rencontrer la famille, les enfants, leur milieu de vie, qui fait une évaluation exhaustive des éléments qui nous avaient été signalés. Donc, dans ce 3444 situations qui ont été évaluées, vous voyez là sur la roue là, en bas, le groupe d'âge principalement signalé, ce sont nos 6-12 ans. Donc, pour presque 50% de nos situations là, ont touché des enfants de 6-12 ans. Je vous laisse là, constater les autres groupes d'âge qui sont concernés par nos situations retenues. J'irai à la page suivante. Évidemment, quand on retient un signalement, vous savez, vous connaissez la loi un peu sur la protection de la jeunesse, on ne peut pas s'introduire dans la vie d'un enfant sans motif raisonnable, valable. Ces motifs-là sont bien définis dans l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, pour la Naudière, vous voyez que la dernière année, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait retenu un 3 444 signalements. Donc, vous voyez les alinéas de la loi sur la protection de la jeunesse qui permet au directeur de la protection de la jeunesse d'entrer dans la vie d'un enfant pour aller porter une attention et une évaluation à sa situation. Alors, on vous a mis sur ce tableau-là les problématiques qui sont ciblées par ces 3 444 situations-là. Alors, vous voyez que la grande majeure, pas la grande majeure, sur 36,9% des situations qui nous sont signalées au départ, ce sont des situations qui préoccupent les gens pour lesquels ils signalent des abus physiques. Le deuxième élément le plus signalé, en fait, c'est la négligence. Donc, nous avons plusieurs types de négligence balisées dans la loi. On a la négligence éducative, la négligence au plan de la santé et la négligence au plan physique. Je dirais que c'est nos deux plus grands enjeux, en fait, c'est les situations d'abus physiques et de négligence. Par contre, en troisième lieu, les mauvais traitements psychologiques nous préoccupent aussi beaucoup. Dans cet alinéa-là, vous retrouvez en fait toutes les situations de conflit de garde, de violence conjugale, je dirais au niveau affectif, de négligence affective, donc le rejet, le dénigrement. Donc, il y a beaucoup d'éléments au niveau psychologique qui viennent nous préoccuper dans la Naudière. Par contre, je dois vous dire que les pourcentages sont similaires à celles de la province aussi. Donc, qui sont nos principaux signalants? Quelles sont les personnes qui se préoccupent et qui prennent le téléphone pour contacter la DPJ? Alors, on vous a fait un tableau sur qui sont nos personnes qui signalent à la protection de la jeunesse une situation d'enfant. Alors, vous retrouvez les employés de différents organismes. Ce sont nos plus grands collaborateurs qui, évidemment,
sont très près des enfants qui vont être préoccupés et nous signalent la situation de ces enfants-là. Le milieu policier, c'est un partenaire très significatif aussi qui va nous alerter quand il y a des interventions dans les milieux familiales par un policier dans lequel on constate la présence d'un enfant qui pourrait être victime de certains éléments problématiques. Ce sont nos deuxièmes plus grands signalants. Et le milieu scolaire, évidemment, les professionnels, les professeurs, les directeurs vont être les personnes aussi qui vont nous alerter dans la situation de ces enfants-là. On a parlé de pandémie. Dans la pandémie, évidemment, on a aussi entendu à travers les médias qu'on avait vécu, puis le docteur Arruda, le ministre Dubé en a parlé, à quel point il était préoccupé du fait qu'on avait fermé les écoles et que les enfants n'étaient pas vus par des professionnels. Ça a eu un impact en protection de la jeunesse. Vous pouvez le voir à travers ces données-là. En fait, il y a 7000 signalements de moins, en fait, qui a été reçu à travers la province entre la mi-mars et la mi-mai. Donc, quand on a fermé les écoles de façon générale l'année passée, nous, ça a été un peu différent au niveau de la fermeture des écoles, mais à toute fin pratique, là, on a 7000 situations qui n'ont pas été signalées là, si on comparait aux autres années. Pour la Naudière, ce chiffre-là, c'est 554 signalements de moins que nous avons reçus à pareille date, donc de la mi-mars à la mi-mai, là où, évidemment, là, les écoles et les enfants là, étaient plus à la maison. Donc, ça a fait en sorte que dès que l'école a repris et que les enfants ont pu là, être en contact avec des professionnels, ben, on a récupéré, en fait, je dirais comme ça, parce qu'on a fini notre année avec à peu près le même nombre de signalements, là, à quelques dizaines près, au bout de l'année. Alors, on ose espérer que ces situations-là ont été revues à travers là, les autres mois qui ont finalisé l'année. On présente un spectacle qui est en fait un spectacle unique au Québec. C'est le chanteur Simon Baudry avec le pianiste virtuose Philippe Prudhomme qui nous présente un concept inédit qui fusionne la chanson traditionnelle avec la musique classique de concert. Et puis, c'est une belle histoire, je trouve, parce que le pianiste a tout d'abord contacté Simon Baudry pour lui demander de faire cette collaboration. Simon Baudry, c'est le chanteur du groupe Le Vent du Nord. Il est très occupé. Puis au début, il était un peu sceptique par rapport à ça, mais il s'est dit, si cet artiste-là, maintes fois primé, me pose la question, me le propose, ben c'est intéressant quand même. Puis je serais un peu fou de ne pas essayer, tu sais. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Puis il a apprécié l'expérience vraiment. Il s'est retrouvé à pouvoir se concentrer plus sur sa voix, sur l'interprétation. Donc, il ne s'accompagne pas. C'est vraiment le piano à queue de Philippe Prudhomme qui fait ce travail-là. Donc, ça lui a permis, je pense, d'aller plus loin par rapport à ça. Puis il a dit qu'il l'appréciait. Donc, ils ont vraiment bien relevé le défi de présenter ça, de créer un pont entre les deux, puis en conservant l'intégrité de chaque style. C'est vraiment là le défi entre le traditionnel et le classique. Alors, sur ce spectacle-là, sur l'album, en fait, qui ont sorti, on retrouve des textes de Gilles Vigneault, Jean-Claude Mirandette, Léo Ferré aussi. Fait que c'est vraiment un rendez-vous, je pense, pour les passionnés de musique et les amoureux des mots aussi. OK, parfait. Donc, on va regarder un extrait, justement, de ce duo-là. Super. Auprès de la rose, y a toutes les ruisseaux des guidettes, y a toutes les ruisseaux. Je m'appelle Philippe Prudhomme, je suis pianiste de concert et compositeur. Je poursuis présentement mes études de doctorat en musique à l'Université de Montréal. Moi, je suis Simon Baudry, chanteur-instrumentiste au sein de la formation Le Vent du Nord et j'ai la chance de faire le tour du club avec eux depuis bientôt 15 ans. Il y en a une gang, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous les nommer. 3 fois par jour, je bouille la chaudière et tout le long de la rivière. Le duo se distingue à la base par la rencontre de 2 styles musicaux qui sont le classique et le traditionnel. Donc, nous, notre approche, c'est de faire un pas vers l'approche musicale de chacun pour, au final, que nos univers musicaux se fusionnent pour se trouver un son propre à nous.
Mais des os de la bête me fit un chalumeau. Donc là, on va passer au deuxième spectacle qui est le 24 septembre, c'est ça? Oui, le lendemain. Le lendemain, en fait, on présente un spectacle de la série Coup de cœur. C'est présenté par la Famille Prix Mélanie Boulanger. Okay. Puis c'est un concept de découverte d'artistes émergents, en fait. Donc, on a commencé à faire depuis quelques mois maintenant des plateaux doubles. Donc, chaque artiste est invité à faire 60 minutes. C'est pas une première partie puis une tête d'affiche, c'est vraiment les deux au même pied d'égalité, sur le même piédestal, si on veut. Alors, cette soirée-là, on va présenter l'artiste Laurent Sanne et l'artiste Lumière. Laurent Sanne, elle a fait partie de la très solide cohorte des Francouvertes de 2016 avec les Louanges, Lydia Kepinski. Okay. Puis, elle a 26 ans aujourd'hui. Les gens qui aiment Claude Pelgag oui. Pourraient retrouver, je pense, leur compte avec Laurent Sanne. Okay. Elle, dans le fond, sa musique, c'est vraiment à l'adresse pour les gens ou à l'adresse pour la partie du cerveau où tu te retrouves quand tu es dans la Lune, en fait. Okay. Ça te donne un peu une petite idée. Ses textes, c'est souvent comme ce qu'elle explique, issu d'une bulle qui passe dans sa tête, puis ça l'inspire pour quelque chose. Puis moi, je trouve ça très intéressant parce que avec ce type d'art-là, ce type d'œuvre-là, ça nous permet un peu de rentrer dans la tête des autres, tu sais, choses qu'on n'arrive pas à faire naturellement. Pas se poser, en tout cas. Donc, c'est ça. Puis, comment elle compose, elle, c'est comme un peu des toiles, des tableaux. Fait qu'elle a tous ces tableaux, les chansons, évidemment. Elle met une couleur sur l'autre. C'est très intuitif. Okay. Puis, un peu comme ce qu'elle explique, tu sais, le jeu où chaque personne, on fait une histoire, mais on dit chacun un mot. Puis là, ça nous inspire le mot suivant, etc. C'est un peu comme ça que sa musique est créée. Donc, moi, je trouve que c'est un artiste à suivre. C'est son deuxième album. Okay. Il s'appelle Musivision. Puis, je trouve que c'est une belle évolution par rapport au premier. Moi, le premier, je regardais ça aller. C'est ce que je fais dans mon travail. On identifie, on repère des artistes, on voit comment ça évolue. Puis, je pense qu'avec le deuxième, là, on vient de démontrer une belle maturité. Puis, ça me fait plaisir de l'accueillir en salle. Et elle va être jumelée à l'artiste Lumière aussi. Lumière, c'est Étienne Côté. Lui, il vient de Saint-Antoine-de-Tilly. Au début de la vingtaine, il déménage à Montréal. Il étudie à l'Université de Montréal en percussion classique. Okay. Il ne vient pas pour jouer dans des bandes de musique à l'époque, du moins. Puis là, un de ses amis qui est contrebassiste dans le groupe Canaille l'appelle. « Ouais, on cherche un drummer. » Puis c'est comme ça qu'il a commencé à faire ça plus du côté de la musique pop. Ça a été son premier band. Aujourd'hui, on le retrouve aussi dans la formation Bon Enfant. Puis là, ça, c'est son album, c'est ses compositions. C'est un album concept, tout droit sorti des années 70. Ça s'appelle Ami Amour, tout en majuscule avec des petits points entre chaque lettre, Ami Amour. Puis ça y a pris un bon 4 ans à composer cet album-là. Chaque pièce lui donnait envie d'ajouter d'autres personnages, donc ça s'est comme un peu étiré. Puis quand on lui dit « Ouais, t'es pas un peu à contre-courant de faire un album concept en 2021 alors qu'on écoute les chansons à la pièce aujourd'hui, c'est vraiment un single, un extrait », mais il dit « Ouais, mais... » Moi, cet album-là a été fait en 1971, je vous rappelle. Fait que c'est vraiment, je pense, le petit côté humoristique qui est le fun avec ça. Donc, c'est le batteur qui chante. Je vous rassure, les 10 chansons s'écoutent quand même très bien sans connaître l'histoire de l'album concept. C'est grâce aux mélodies qui sont fortes, un univers séduisant et des arrangements riches. Alors, l'album s'appelle Ami Amour, puis il va être en plateau double avec Laurent Sanne, c'est le 24 septembre prochain. C'est un 25 $ pour le spectacle, 2 artistes, puis vous pouvez profiter de la promotion Coup de cœur. Si au moment où vous faites l'achat de votre spectacle, vous en choisissez un deuxième, bien, vous payez seulement les frais de billetterie. Donc au final, c'est comme un 25 $, 4 artistes, 60 minutes chaque. C'est l'occasion vraiment de découvrir notre culture québécoise.
compagnie de Christian Paquin-Coutu. Bonjour, Christian. Bonjour. Directeur adjoint au CABA, c'est bien ça? Exactement. Et M. Boudreau, qui est, on pourrait dire, un conférencier émérite maintenant au CABA. Parlez-nous, monsieur, justement, monsieur Boudreau, de votre expérience en histoire de l'art et de tout ce qui touche, on pourrait dire, les musées et tout. D'accord. Ben, d'abord, comme j'étais encore petit garçon, que je m'intéressais à l'histoire de l'art, quand il y avait des revues à la maison où il y avait des reproductions d'œuvres d'art, je les découpais et je les mettais dans mon scrapbook. Comme on disait aujourd'hui, oui. J'appelais ça ma collection privée. OK. Plus tard... Ça coûte moins cher. Oui, exactement. Plus tard, j'ai suivi des cours à l'Université McGill en histoire de l'art, au Cégep Maisonneuve, plusieurs cours, et aussi à l'Université de Montréal dans le cadre des Belles Soirées. J'ai suivi nombre de cours sur l'histoire de l'art. Alors, j'ai un minimum d'expérience dans ce domaine-là. Et ensuite de ça aussi, j'ai donné à peu près 15 conférences sur les voyages que j'ai fait à travers le monde. Oui, bien c'est ça. Et souvent, quand je visitais les capitales, il y avait des grands musées, bien, j'y allais. Comme par exemple à Paris, le Louvre, le musée de la Gare d'Orsay, le musée Rodin, etc. À Florence, la Galerie des Offices, l'Académia, etc. Donc, vous êtes allé voir en vrai qu'est-ce que vous aviez mis dans votre scrapbook. Oui, comparer si la photo était bonne et si tout. C'était vraiment ça, là. Exactement. Puis aussi, l'idée m'est venue de donner ces conférences-là au début de l'été. Parce que je me suis dit, dans le cursus scolaire au Québec et aussi ailleurs, il n'y a pas de différence. On peut faire des études même universitaires sans jamais trouver sur notre chemin un cours d'histoire de l'art. Je trouve que c'est une lacune qui manque à notre société et je voulais combler un peu cette lacune en donnant des conférences pour initier les gens au monde de l'art parce que c'est un monde où il y a des richesses inouïes, un peu comme la musique finalement. Mais ça suit aussi, on parle d'histoire de l'art, mais ça suit aussi l'évolution, on pourrait dire, des peuples et des choses. Tu sais, quand, comme vous dites, tu es allé faire des officines et tout, quand tu vas voir ces expositions-là, ou même à Paris, au Louvre, tu découvres comment je pourrais dire, l'évolution de la population, parce que au début, les peintures étaient comme les photographies ou les photoreportages qu'on a aujourd'hui. Ben oui, donc, ça représentait la vie, ça représentait l'art de vivre des gens de l'époque. Les arts visuels représentent très bien l'histoire de l'humanité, de la civilisation. C'est ça. Donc, que tu as l'histoire de la civilisation, de l'humanité. Donc, vous avez décidé de faire une série de conférences au CABA cette année. Donc, on va voyager par les musées et par l'art au lieu de voyager par les pays. Alors, ce qui est prévu, c'est de donner une série de 10 conférences qui vont s'échelonner de septembre à juin. Donc, une par mois environ. Et à chaque conférence, je vais traiter de 8 artistes. Pour donner une plus grande variété, une plus grande ouverture possible, j'ai choisi des artistes de différentes nationalités. Il va toujours y avoir un Anglais, un Français, un Italien, un Espagnol, un Américain, un Québécois, et aussi un de d'autres nationalités à travers le monde. Et des 10 conférences, il va en avoir 8 qui vont porter sur la peinture et 2 qui vont porter sur la sculpture. Et c'est ça, et à chaque représentation, je vais projeter, en plus de parler de l'œuvre, de la vie de l'artiste, je vais projeter au moins 15 diapositives de chaque artiste, des œuvres de chaque artiste. Fait qu'au bout de l'année, ça va donner un total d'à peu près 80 artistes que les gens vont connaître et ça va former une bonne base pour aller plus loin si les gens le disent. Est-ce que vous donnez un diplôme à la fin? Je ne sais pas dire, avez-vous la possibilité d'offrir un diplôme? À chaque conférence, à la fin de chaque conférence, il va y avoir un quiz. Ah! Je vais poser 3 questions aux gens qui vont assister à la conférence. Et à la conférence suivante, je vais piger un gagnant et on va donner une œuvre d'art d'un artiste local ou un album d'œuvres d'art. C'est-à-dire pour donner un Rodin, vous avez déjà prévu dans votre collection privée, je ne sais pas, de donner des œuvres d'art. Ça va être un peu plus modeste, là, mais quand même, on va donner des prix pour ceux qui auront eu des bonnes réponses. Christian, je regarde, Christian, les budgets sont pas là. Je vous rappelle que le Centre d'action bénévole est un organisme communautaire, donc on n'a pas les budgets d'offrir un Rodin. Quand même, mais il y a un très beau volet, je ne sais pas si ça va être Christian qui va parler, de la deuxième activité
activité que vous voulez proposer par rapport à ça? Exactement. C'est une activité complémentaire à mes conférences. Bien, juste compléter. Donc, les conférences vont être disponibles en réel, donc en vrai. Donc, les gens vont pouvoir assister, mais ils vont être aussi rediffusés sur Internet et sur CTRB. Oui. Donc, les gens, même s'ils ne sont pas présents physiquement dans la salle pendant la conférence, ils ont quand même 1 mois pour compléter le quiz et nous le retourner pour pouvoir être éligibles au tirage. Donc, pour pouvoir vraiment offrir au plus grand nombre de personnes possible la chance de pouvoir gagner de ce côté-là. Donc, le deuxième volet, c'est un volet de... donc, on voit les œuvres virtuellement, mais c'est d'aller se rendre sur place dans des musées pour aller visiter et découvrir les œuvres en vrai. Donc, ce côté-là, on est en train de le travailler actuellement. Les normes de mesures sanitaires nous ont contraints de retarder un peu le lancement. Là, présentement, ça se délousse un peu parce qu'avec l'utilisation du passeport vaccinal, donc ça nous donne un peu plus de latitude. D'ailleurs, les gens qui vont être présentement en présence physique pour assister aux conférences vont devoir présenter le passeport vaccinal pour pouvoir assister. Et pour s'inscrire, les places sont limitées aussi pour respecter les normes sanitaires. Mais après ça, pour les visites de musées aussi, ça va prendre le passeport vaccinal pour embarquer avec nous dans les autobus. Donc là, présentement, on a quelques activités qui s'en viennent pour l'automne. Là, M. Boudreau va les apprendre en même temps que vous à la télévision parce que ça s'est canné dans les dernières heures. Donc, le 1er octobre, donc, il y a la Table des aînés de la Nodière qui organise une activité pour les aînés au Parc Antonio Barrette à Joliette. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autriche s'est décidé, on va offrir le transport en autobus à ceux qui veulent y assister. Et sur place, il va y avoir une activité qui va être organisée par le Musée d'art de Joliette. Oui. Donc, et c'est une activité de création collective, de médiation collective. Donc, ça vient se joindre un peu à cette idée-là de s'amuser au musée, puis de toucher à l'art et de le vivre en vrai. Donc, ensuite, au mois d'octobre, on va avoir, la date reste à déterminer, mais ce sera comme les conférences, un jeudi après-midi. Donc, on s'en va au Musée d'art de Joliette pour avoir une visite guidée avec un atelier de création aussi sur place. Et au mois de novembre, on devrait aller à l'espace... à Repentigny, la galerie d'art. Diane Dufresne. J'avais Denise Pelletier, mais c'était pas la bonne affaire. Donc, à l'espace Diane Dufresne, où est-ce qu'il va y avoir une activité, une exposition avec Armand Vaillancourt. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, on devrait aller là au mois de novembre. C'est des transports par autobus. À partir de Berthierville, on peut prendre les gens sur le chemin et on va faire vraiment la sortie au tarif réduit. Donc, c'est vraiment pour relancer les activités. Les gens sont ennuyés de bouger, de sortir. Il faut recommencer à vivre. Exactement. Qu'on écoute justement, tu parlais tantôt de M. Dubé, M. Legault, il va falloir s'habituer à vivre avec ces situations-là et avec le passeport vaccinal, je pense que ça nous permet une certaine largesse. Là. Exactement. Bien, c'est pour ça, c'est pour justement relancer les activités puis se permettre d'accueillir le plus de gens possible puis de leur donner la chance d'être en contact avec l'art pour vrai, que le centre, bien, on s'est dit qu'on allait payer les autobus. Donc, les gens vont payer leur entrée sur place, tarif de groupe, donc c'est moins cher que s'ils y allaient par eux-mêmes. Et puis, bien, nous, on va s'organiser de fournir l'autobus pour se rendre sur place pour les sorties. J'imagine que M. Boudreau va les accompagner. Vous avez déjà prévu... À l'occasion, mais j'ai été étonné de voir à quel point il y a nombre de musées au Québec dont j'ignorais même l'existence. Il y a un musée d'art à Sherbrooke, à Saint-Jérôme, à Baie-Saint-Paul, à Joliette, évidemment, à Repentigny maintenant, à Ottawa. Évidemment, on ne parle pas de Montréal et de Québec, mais beaucoup de musées à visiter. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Ce n'est pas une colle, c'est votre question d'examen, disons. Vous avez, vous allez dire, vous allez parler quand même d'artistes québécois. Avez-vous, à date, parce que comme vous connaissant
vos devoirs et vos travaux sont déjà pas mal avancés. Oui. Avez-vous eu votre coup de cœur ou votre belle découverte? Tantôt, on parlait d'Armand Vaillancourt. Avez-vous quelqu'un qui vous a un peu plus marqué avec les recherches Bien, à la première conférence, l'artiste québécois dont je vais parler, c'est une japonaise. OK. C'est Miyuki Tanobe, qui, évidemment, est née au Japon, qui a immigré au Québec dans les débuts des années 70, je pense. Et c'est une femme qui a fait une œuvre considérable. Elle peint dans des quartiers populaires comme Pointe-Saint-Charles, c'est son quartier préféré de Montréal. Elle peint des scènes de rue, mais d'une façon naïve. Okay. C'est un art naïf qu'elle produit. Et cette femme-là, elle a gagné elle est membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre du Québec. Elle a gagné de multiples prix, puis elle a exposé un peu partout à travers le monde. Fait que je vais parler d'elle, je vais parler aussi de Jean-Paul Lemieux, de Ozias Leduc, etc., Serge Lemoine. Donc, on a bien hâte, avec la collaboration avec vous, comme toujours, de présenter ça à nos auditeurs et on invite. Il reste encore quelques places, j'imagine, Christian, pour assister en présentiel? Pour assister en présence, oui, parce qu'on l'annonce là présentement. Donc, la première conférence, le 23 septembre prochain, donc c'est jeudi prochain. Alors, gênez-vous pas. On vous demande réservation obligatoire à l'avance pour qu'on puisse s'assurer que les gens aient leur passeport vaccinal et tout. Peut-être donner le numéro de téléphone du CABA. C'est ce que je m'en allais faire. Donc, pour téléphoner, donc le 450-836-7122. Okay. Donc, pour s'inscrire ou pour avoir des informations aussi pour les sorties qui s'en viennent. Donc, pour s'inscrire, par exemple, pour les conférences ou pour les sorties en autobus. Donc, téléphonez ou suivez notre page Facebook aussi du Centre d'action bénévole d'Autrey et les informations sortent là au fur et à mesure. C'est aussi possible de recevoir les informations par courriel. Donc, envoyez un courriel à info@cabautray.com et puis après ça, bien, les gens peuvent s'inscrire puis recevoir les informations au fur et à mesure qu'elles sortent. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Puis, merci de nous avoir reçus, Mme Yvon. Ça me fait plaisir, merci. Merci. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautrey et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous!